Présidentielle, une épreuve d'artistes, un film de Yves Deray et Yves Azerwal. 2017, une campagne sans artistes, la première depuis des décennies. Changement de style, changement d'époque, fin du bling-bling. Pourtant, les chanteurs, acteurs, comédiens, humoristes restent sur le devant de la scène, mais sur d'autres causes. Alors, qu'est-ce qu'un artiste engagé? Et à l'orée de cette présidentielle décidément surprenante, quelle place pour ces artistes et quel lien avec les politiques? Pour en débattre, je reçois Aurélie Filippetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée PS de Moselle. Vous êtes actuellement porte-parole de Benoît Hamon dans cette campagne. Et vous avez été ministre de la Culture et de la Communication de 2012 à 2014. Vous avez été également membre de l'équipe de campagne de François Hollande en 2012. Et bien entendu, vous avez été auteur d'un roman inspiré du parcours de résistance de votre grand-père, Les derniers jours de la classe ouvrière, en 2003. Bienvenue à vous. En face de vous, Yacine Bellatar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes humoriste, comédien et animateur. Vous êtes actuellement chaque vendredi et samedi soir à la Nouvelle Ève à Paris dans votre spectacle qui s'intitule Ingérable. Jusqu'au 1er avril, c'est bien ça? C'est bien joué. Bien joué. Bon. En face, Arnaud Mercier. Bienvenue. Vous êtes spécialiste en communication politique. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse, donc à l'Université Paris 2. Bienvenue. Première question peut-être, Aurélie Filippetti. On dit de cette campagne de 2017 que les artistes ont disparu. Pourquoi? Est-ce que c'est la fin d'une époque? Je crois qu'il y a un vrai tournant, effectivement, et qu'aujourd'hui, les artistes savent que s'engager dans un comité de soutien, eh bien, c'est quelque chose qui est dépassé, qui est même parfois contre-productif. On l'a vu récemment. Pour eux et pour les politiques. Oui, pour les candidats qu'éventuellement ils défendent ou dont ils partagent les idées. Parce qu'il y a une telle défiance vis-à-vis de tout ce qui est un petit peu institutionnel, reconnu, que ce soit la représentation politique, les médias, mais aussi les gens connus. Ce rejet de cette caste un peu élitiste. C'est terrible à dire, mais en fait, il y a un rejet de tout ce qui peut être assimilé effectivement à une élite. On l'a vu aux États-Unis où Donald Trump s'en est pris très violemment à Hillary Clinton en la traitant de candidate de Hollywood, entre guillemets. Et c'était dans sa bouche une insulte, alors même qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens, des acteurs ou des réalisateurs qui sont engagés, y compris dans leur art. Mais la difficulté donc aujourd'hui, c'est que pour ces gens qui peuvent être des artistes engagés, eh bien c'est de soutenir certaines idées sans pour autant s'afficher aux côtés d'un candidat. Moi, pour ma part, d'ailleurs, je trouve que c'est même mieux qu'il n'y ait pas ces comités de soutien, parce que je crois aussi que les gens ont envie qu'on considère qu'on s'adresse à leur... qu'on leur fasse confiance, en fait. Hein. Et c'est pas parce qu'un tel ou un tel va dire voter pour cette personne que... Il y a une forme de paternalisme presque dans cette manière ça peut aussi être lu de pousser comme ça. au vote. Donc, que des gens défendent des causes, ça c'est très important. Je pense qu'un engagement pour l'écologie, l'engagement pour des causes qui sont des causes générales, ça c'est important. Sociétal. Et c'est bien. Mais les gens se méfient de tout ce qui est institutionnel et se méfient aussi de tout ce qui peut apparaître comme de la communication. Mais ça, donc, le paradigme a changé depuis 2012. Vous étiez chargé en 2012 pour François Hollande d'aller chercher ces artistes. Donc... Non, alors justement, moi, personnellement, j'ai toujours refusé de faire ça. Parce que moi, d'abord, ça me gêne. J'estime que je m'intéresse à la politique culturelle. Donc j'ai envie de travailler sur définir ce qu'on fait d'une politique culturelle, comment on fait pour aller chercher des nouveaux publics, des jeunes, comment on fait pour soutenir les artistes, etc. Mais mon rôle, je considérais que ce n'était pas d'aller chercher telle ou telle figure pour venir poser sur la photo. Donc ce n'est pas moi qui faisais ça. En 2012, je l'avais refusé. Yacine Bellatar, vous, comment est-ce que vous vous considéreriez? Un artiste engagé, un citoyen engagé ou simplement en fait un humoriste qui donne de temps en temps son avis sur comment va le monde? Moi, déjà, dans mon humour, je parle de la société, donc fatalement, je dois parler de ce qui se passe politiquement. Après, un artiste engagé, c'est galvaudé. Je pense qu'on est plus des artistes engageants. Quelle est la différence? C'est quoi la nuance? L'idée, c'est que juste les gens doivent être concernés par la société dans laquelle ils vivent. Après, de là à leur demander de voter pour un tel ou un tel, c'est sous-évaluer l'état d'esprit des gens qui viennent nous voir. Ils ont leur personnalité. Il y a des tenants et des aboutissants qui font qu'ils votent pour telle ou telle personne. Après, moi, je leur dois une promesse, c'est de les faire rire. Mais après, la réalité, c'est que, je rejoins ce que disait l'éternelle Madame Ministre, mais c'est que je crois que surtout on a affaire à une période française artistiquement extrêmement faible. C'est bien, je vous en parle avec en fond Coluche.
Je pense que si aujourd'hui on parle encore de Coluche aujourd'hui, c'est que quelque chose a été mal fait. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je déteste les Restos du Cœur, parce que si je pense que Coluche revenait aujourd'hui et voyait une comédie musicale avec Mimi Mati en navet et Laurie en carotte, il dirait mais à quel moment vous avez décidé ça? Les choses sont faites parce que nous sommes des provocateurs, nous on est toujours des marginaux. À partir du moment où on commence à demander des positions politiques, et d'ailleurs c'est assez palpable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on représente aussi le système, parce que c'est facile pour nous. Vous avez été récupéré finalement, l'humoriste, le chanteur, le comédien a été récupéré par le système et n'a plus cette figure en fait de bousculer le monde social tel qu'il est. Il y a deux mondes qui de toute manière se rejoignent, c'est-à-dire que les artistes font de moins en moins d'argent, le téléchargement et autres, et aujourd'hui ils savent très bien que s'ils commencent à toucher une partie de leur public, ça va leur être préjudiciable financièrement. On parle d'une période où les artistes s'engageaient parce que financièrement il y avait beaucoup d'argent dans le monde artistique. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité financière, on n'a plus le luxe en fait de pouvoir s'engager et de se couper d'une partie de son public. On leur fait la promesse aussi de se dire il faut qu'on touche le plus grand nombre, ce qui n'est pas vrai en plus. Même en politique, je pense que les politiques font une erreur en pensant qu'ils vont toucher le plus grand nombre. Ce qu'il faut faire, c'est garder un cap. Regardez cette élection présidentielle. Il y a Marine Le Pen qui est aussi entre 30 et 40%. C'est pas un secret de polichinelle. Normalement, tous les artistes devraient être dans la rue en train de créer par rapport à cette période-là. Et aujourd'hui, dans les années 80, quand on sortait de chez Giscard, la plupart des artistes voulaient exprimer un renouvellement. Et Mitterrand a su capter ça. Mais je suis assez d'accord, parce que j'ai fait la campagne de Hollande et je me suis retrouvé, je l'ai vu récemment là-dessus. La grande question, c'est que moi, je n'ai pas été d'accord avec le candidat que j'ai soutenu en 2012, notamment sur la déchéance. Vous n'avez pas été d'accord en fait avec... vous avez été d'accord avec le candidat, mais vous avez été trahi par le président. Oui, et ça, il le mesure aujourd'hui dans les conséquences. C'est-à-dire que les Français aussi, par rapport à où ils en sont, et notamment sur les réseaux sociaux, je parle devant quelqu'un qui sait ça mieux que moi, c'est que chacun a l'impression d'être aussi important que les artistes. Nos Twitter ne valent pas mieux que les gens. Ils ont tous 140 caractères. Et c'est d'ailleurs drôle de voir dans des émissions politiques des gens du public dire à un ministre « je ne suis pas d'accord ». C'est de montrer que... C'est valable pour les artistes, c'est valable pour les politiques, c'est valable pour les journalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a une forme de nivellement. Il y a une forme, pas de nivellement, d'horizontalité. Et donc, finalement, d'égalité. En tout cas, il faut défendre ses arguments. Et si on ne défend pas avec ces arguments, finalement, on considère que non. Il n'y a pas un argument d'autorité, il n'y a pas un principe d'autorité qui va s'imposer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud Mercier, pour qu'on en arrive là? Entre 2012 ou 2007, ce moment où, en fait, on a eu énormément d'artistes. 2012, certains artistes qui s'engagent derrière François Hollande, qui poussent au changement. Le changement, c'était maintenant. Cette trahison, ensuite, pour beaucoup. Et aujourd'hui, ce no man's land absolu. Est-ce qu'on est tous devenus finalement l'artiste de quelqu'un, le politique de quelqu'un? Est-ce que cette horizontalité fait que tout se vaut? Non, je ne crois pas que... En tant que sociologue du politique, moi, je situerais ça à un autre niveau. D'abord, dans toutes les campagnes, il y avait des transactions. C'est-à-dire qu'il y avait la notoriété, la séduction d'artistes contre la notoriété, un certain pouvoir éventuellement de séduction aussi du politique, et dans lequel il y avait des transactions où chacun pouvait voir qu'il y avait un intérêt à se retrouver d'une façon ou d'une autre, soit on se dit, voilà, j'affiche publiquement mes opinions politiques parce que, voilà, et mon soutien à un leader qui est respecté, qui est apprécié, voilà, enfin, ce genre de choses, et puis de l'autre côté, les politiques qui viennent chercher, capter un peu de lumière que peut leur apporter les artistes. Bon, la vérité, c'est quand même que le champ politique est en ruine, que la confiance, ou plus exactement, il faudrait mieux parler de la défiance vis-à-vis du personnel politique est immense. On voit, et c'est si vrai que, y compris par exemple Benoît Hamon, une partie des politiques aujourd'hui font campagne sur l'idée que justement, ils ont bien entendu le message de la défiance des Français et qu'ils veulent trouver les moyens de rétablir une certaine confiance, une certaine crédibilité, etc. En attendant, la situation n'est pas telle et du coup, je ne vois pas pourquoi un certain nombre d'artistes iraient, j'allais dire, griller leur capital confiance qu'ils ont grâce à leur métier, grâce à leur action, auprès d'un personnel politique qui est globalement et souvent de façon, à mon avis, excessive, mais en tout cas décriée et vouée aux gémonies. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi une autre dimension. Moi, je suis profondément persuadé qu'un artiste, comme un journaliste, comme un intellectuel, entre guillemets, c'est-à-dire un professeur d'université comme moi, on est aussi membre de la société. Et il n'y a pas de raison que s'il y a une certaine forme de dépolitisation au sens où on croit de moins en moins dans l'investissement dans ce qui serait des entrepreneurs généralistes de cause, que sont les partis politiques, les syndicats, les grandes associations généralistes, puisqu'on voit bien qu'il y a de moins en moins de militants, ce genre de choses,
il n'y a pas de raison que ça ne touche pas les artistes. Alors justement, pour en revenir sur ces causes, pourquoi est-ce qu'on s'engage? Retour au documentaire 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de la présidentielle. Les artistes français se mettent en ordre de bataille, c'est inédit, car pour une fois, c'est transpartisan. Le FN rassemble contre lui. Liberté, égalité, fraternité, ça allait avec le drapeau français d'ailleurs. Dans beaucoup de mairies, c'est encore lié. Et fraternité, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. De mémoire de citoyen, on n'avait jamais vu un tel plateau d'artistes défendant la République et appelant à voter pour un seul et même candidat. Régine, Jean-Louis Aubert, Daniel Prévost, Jane Birkin, Pascal Obispo, Gérard Jugnot. La musique est très belle et moi elle me fout des frissons et je trouve ça vraiment bien et je refuse de la laisser à des gens qui s'en servent de manière assez abjecte, quoi. Yacine Bellatar, si les sondages disent vrai, dans quelques semaines, on risque de se retrouver avec Marine Le Pen en tête, possiblement, au premier tour de la présidentielle. Est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, à ce type de mobilisation des artistes ou pas? Est-ce qu'on peut revivre ce moment post-21 avril 2002 ou est-ce qu'on a changé d'époque, là aussi? Non, mais moi, de toute manière, je pense qu'on paiera le prix fort, les artistes. Ce silence-là qui est le nôtre, il y a bien des gens qui vont finir par nous demander. Ce silence actuellement, c'est-à-dire oui, là, il y a un déficit d'engagement sur cette question. On ne fait pas ce qui nous plaît. On fait ce qu'on doit faire quand on est un artiste. Moi, je suis né en 82 et pourtant, je ne pars du principe que ni Coluche, ni des proches, ni les autres n'ont été remplacés. C'est bien qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, il faut inverser le rapport de force avec des vendeurs de yaourts, qui sont des grands groupes médias qui nous expliquent, en venant du Shampoing ou de je ne sais où, ce qu'on doit dire et faire. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'acheter mon théâtre et d'être totalement indépendant dans mon discours. C'est pour ça que vous vous engagez en fait à aller dans ces villes FN où vous considérez que la culture finalement ne va plus, que ce sont des gens qui sont abandonnés? Non, mais sur le fait d'aller jouer ma tournée pendant 1 an dans les villes FN, c'était pas du tout un pied de nez au FN. C'était un pied de nez à Patrick Bruel qui a dit dans une interview « Je ne jouerai plus dans les villes FN ». Mais t'es qui en fait? Ils ont gagné démocratiquement le FN. C'est des gens qui sont allés voter et il faut prendre en compte ce mécontentement et ne pas les mettre au banc de la société. Et ça, c'est à nous, et nous, c'est ce qu'on fait sur Nova. On a Quartier Libre avec Édouard Baird notamment, de rire de cette société. Même si c'est grave, il faut toujours en rire. Alors, Aurélie Filippetti, à l'aune de ce que vient de nous dire Yacine Bellatar, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé vis-à-vis justement du positionnement des artistes dans la société, sur les questions sociales, sociétales? C'est la société elle-même qui a changé. Moi, je dirais que finalement, l'artiste, il en est un petit peu le reflet. C'est-à-dire qu'il y a quand même une crise de la politique dans ce pays. La politique est décriée. La politique qui auparavant était considérée comme quelque chose de noble, de juste, de bien, mais pour tout le monde. Pour les artistes, comme pour les ouvriers, comme pour les... Tout le monde trouvait que c'était normal, bien important de parler de politique, que ce soit dans son entreprise, dans son usine ou dans ses spectacles. Et aujourd'hui, c'est presque devenu un gros mot. Enfin, c'est presque une honte de dire qu'on s'intéresse à la politique, tellement c'est discrédité. Donc ça rejaillit aussi sur les artistes. Mais là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que l'artiste, son rôle, c'est d'être subversif. Et d'ailleurs, l'art, il est toujours subversif. Donc, le rôle, c'est d'aller mettre le doigt là où ça fait mal. Alors, il faut le faire avec les moyens et les méthodes et le goût d'aujourd'hui, bien sûr, mais il faut le faire. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun moment... Parce qu'on voit dans les images les engagements des artistes, etc. Mais je pense que même dans les années 80, à la grande époque de François Mitterrand, ces artistes-là étaient quand même aussi critiqués. Et en particulier, bien sûr, les humoristes qui ont toujours été la cible. Mais c'est vrai qu'effectivement, ils étaient critiqués de manière générale. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se prend cette critique en pleine figure de manière encore plus violente. Mais en même temps, l'artiste, il a aussi un dialogue à engager avec la société. Il a aussi à accepter les critiques. Et les critiques sur le fait de ne pas être un artiste engagé, c'est vrai qu'elles sont tout à fait légitimes, elles doivent être entendues. Après, il faut bien voir, et moi je trouve aussi que le poids de la société marchande, enfin cette financiarisation de toute la société, où en fait chacun devient de plus en plus obsédé par l'argent, le culte de l'argent, l'individualisme, ça c'est terrible. Et c'est en fait chacun devient l'entrepreneur de sa petite vie, de sa petite entreprise personnelle, qu'elle soit politique ou autre, et que du coup on parle moins des problèmes sociaux, on prend moins de risques,
on s'engage moins parce qu'effectivement, ça clive. Là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, pour autant, s'il y a moins d'engagement, et vous le disiez tout à l'heure, dans les structures syndicales, politiques, au sens strict de l'engagement partisan, entre guillemets, il y a quand même des artistes qui continuent de s'engager sur des questions sociales, sociétales, humanistes. On pense à l'aide aux migrants, on pense effectivement à l'écologie. Absolument. C'est même, j'allais dire, c'est le refuge de l'engagement. Mais pour tout le monde, hein, je veux dire, pas seulement pour les artistes. On le voit, par exemple, quand on prend les sondages chez les jeunes, est-ce que vous seriez prêt à adhérer à un parti? Mais c'est genre, c'est 1%. Enfin, mais en revanche, on sent un regain d'engagement sur les questions sociales. Vous avez des masters humanitaires, ils refusent des dizaines et des dizaines de dossiers de gens, d'étudiants qui ont envie de s'investir là-dedans. Donc, on le voit avec le service civique qui aussi attire énormément de gens. Ça a la dimension justement de c'est concret. Ça a la dimension du service à la personne. Au moins, je vais rendre service. Mais c'est pas un échec de la part des partis politiques de pas être en capacité, en fait, de capitaliser sur ces questions sociales. On le voit, hein, en 81, la peine de mort fait que certains vont se diriger vers François Mitterrand et voter pour lui. Et ces questions sociales faisaient partie aussi du débat. Oui. Bien sûr, et quelque part, c'est aussi parce que les partis politiques ont trop intégré l'idée que la politique était impuissante face à l'économie, notamment. Les gens nous renvoient cette image. Si les partis sont impuissants, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que nous, on vous soutienne. Pourquoi voter pour vous? Pourquoi s'engager dans un parti si vous êtes impuissant? Non, on préfère aller dans une association, d'aller vraiment donner des repas, d'aller donner des habits. D'aller à la Croix-Rouge. Aider concrètement. Aider concrètement et savoir ce qu'on fait et savoir l'effet que ça a. Alors, et on le retrouve chez les artistes pour le sida, il continue ça ne manque pas. Les enfoirés continuent. Sur le Téléthon, il y a encore des choses où justement, là, on voit des artistes qui n'hésitent pas à s'engager. Mais je voulais juste rebondir parce que vous avez parlé des migrants. Je trouve que l'épisode qu'il y a eu où plusieurs artistes comme Aznavour, etc., ont dit oui, il n'y a pas de problème, j'en prendrai chez moi et tout. Puis qu'après, on a regardé, et puis finalement, ça a eu l'effet que c'était un espèce de discours complaisant du début mais vous voyez, ça m'intéresse ces causes-là. Et puis quand les journalistes sont allés gratter, bon, alors qu'est-ce que vous avez fait concrètement? J'ai rien fait. Et là, ça fait que finalement, les artistes basculent du côté du désarroi et du désaveu des politiques, genre des promesses, et puis finalement, ils ne sont pas tenus. Alors, Yacine Bellatar, vous avez signé il y a quelques semaines une tribune dans Libération qui dit que la banlieue n'est pas étrangère aux droits de l'homme. Elle revient notamment sur le décès d'Adama Traoré en juillet dernier, le viol présumé de Théo à Aulnay, les questions des violences policières, et plus largement sur la place des quartiers populaires dans cette campagne. À quoi ça sert de faire des tribunes de ce genre dans un moment de campagne présidentielle? Est-ce que ça a encore un poids quand on est citoyen engagé ou artiste engageant? C'est un exutoire en fait. Il n'y a rien à faire un dimanche après-midi. Je ne savais pas quoi faire. Non, les tribunes, vaut mieux qu'elles fassent passer des messages que des cris de singe. Déjà. Et ensuite, c'est beau ça, je vais le garder. Et puis, plus sérieusement, je pense que la France est mon pays est un pays de contestation permanente. La France est tout le temps en mouvement. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un pays déséquilibré. C'est qu'on a tous envie de crier fort. Et quand on a l'opportunité de le faire, d'une manière ou d'une autre, faut le vivre. Mais maintenant, moi étant issu de ces quartiers populaires, même si je suis parti jeune de chez mes parents, la réalité c'est qu'il y a une question liée à ces quartiers-là et de ce qui en émane. Donc soit il y a des footballeurs, des rappeurs, des humoristes à 2 balles, et ça fait bien plaisir à une certaine partie de la France, mais il ne faut pas oublier les millions de gens qui sont tout à fait normaux. Cette thématique-là, elle me touche parce qu'elle a des conséquences. Et ça a un poids encore aujourd'hui, Aurélie Filippetti, quand on est comme ça pris pointé sur la responsabilité du gouvernement sortant ou de ces dernières années? Il y a eu... Ce qui est très très difficile aujourd'hui, ce qui est même très pervers au fond, c'est que tout se retourne contre ceux qui essayent de s'exprimer pour dénoncer telle ou telle situation. Donc si des gens font une tribune pour dénoncer ce qui se passe dans les quartiers, on va dire ah oui mais eux ils sont privilégiés parce que finalement ils en sont sortis des quartiers. Les gens qui sont restés dans les quartiers et qui ne peuvent pas faire des tribunes dans les grands journaux, évidemment eux ils ne peuvent pas s'exprimer et du coup on va les filmer d'une manière caricaturale dans certains journaux. Et finalement on est pris dans une double injonction, c'est-à-dire que si on réussit un tant soit peu, on est considéré comme plus légitime pour parler des quartiers d'où l'on vient, et si on ne réussit pas, on n'a pas accès aux médias pour en parler. Juste pour préciser quelque chose, personne ne décide de la légitimité. La légitimité, c'est comme l'amour, c'est des preuves.
Donc aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui dit, bien évidemment, quand j'écris une tribune, si quelqu'un dit pourquoi toi, pas moi, à partir du moment où on met l'ego par-dessus la cause, c'est malvenu. Vous savez, sur ces questions-là, moi je serais ravi, par exemple, que ce prétexte ne soit pas que la cause d'un artiste comme moi, que ce soit avant tout la cause. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tous les artistes qui ont signé la tribune concernant l'affaire Adama Traoré et Théo, ce qu'on leur reproche, c'est pas le fait qu'ils signent une tribune, c'est que ça soit ponctuel. Et ça, les gens, par rapport à l'engagement, c'est ce qu'ils nous reprochent, c'est-à-dire de dire à un moment, oui, ils voient des gens débouler et dire les migrants, c'est ma cause, et après on leur dit, mais c'était votre cause, mais est-ce que vous en parlez plus? L'artiste, notre vie, que s'est-il passé? Et ça, c'est important. D'accord, il faut qu'il y ait un suivi, un engagement. Exactement. Mais il y a aussi des gens qui attaquent, et d'une manière, de toute façon systématique, tous ceux qui défendent des causes qui sont des causes, on va dire, humanistes. Et ce discours-là vient de l'extrême droite, mais c'est répandu au-delà. Et là, en fait, ce qu'on demande finalement aux artistes, c'est sortir de l'émotion et d'être capable, en fait, d'être un peu dans la continuité sur leurs engagements. Oui, enfin, sortir des émotions, si c'est juste le côté, voilà, il y a une famine, machin, puis après on s'en occupe plus, oui, mais au contraire, je pense qu'au contraire, on demande aux artistes de savoir faire partager par leur sensibilité quelque chose qui est une cause plus noble, et sortir de leur ego. Mais il y a un truc, malheureusement, c'est la fin. C'est la fin. Je suis désolée, car comme tout a une fin. En plus. Merci beaucoup, je suis désolée. Merci à vous de nous avoir éclairé sur ces questions. Mais on suivra bien entendu le reste de cette campagne et on verra ce qui se passera dans l'entre-deux tours. Tout de suite, c'est votre second film à quelques semaines du premier tour de la présidentielle. Combien sont-elles à avoir osé briser le plafond de verre pour se présenter à la fonction suprême? Et à quel prix? Parole de femmes candidates à l'élection présidentielle. Un jour, je serai présidente. C'est un film de Caroline Beyag et Marie-Noëlle Dumay. À tout à l'heure.